Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est EPI numéro 20. 20, c'est la dernière de la saison. Bonjour Jennifer. Salut Bertrand. On est déjà triste à l'avance finalement de ce qui va se passer dans une heure, c'est-à-dire des larmes. Il ne faut pas exagérer, mais des larmes on en aura dans une heure. Pour la dernière de EPI, c'est le magazine des startups et de la nouvelle économie sur Welsh TV, en direct pour la première diffusion, comme chaque fois. Et puis ensuite, vous pouvez le réécouter, le regarder autant de fois que vous le voulez et le partager évidemment, puisque ce sera disponible en podcast et sous toute forme disponible pour la vidéo. Tout va bien ? Super, et t'as oublié de préciser qu'on pouvait réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag EPITV. C'est pas vrai. Et si, c'est fou la haute technologie. Bon, vous pouvez aussi utiliser le hashtag WatchTV si vous voulez participer pendant toute cette émission où on va parler beaucoup d'éducation en fait. C'est vraiment le sujet central. On s'est dit que lorsque tout le monde part en vacances, notamment dans le monde de l'éducation cette semaine, il était bien de faire une émission qui soit en décalage. C'est-à-dire qu'au moment où plus personne ne va parler d'éducation, nous on fait une émission spéciale. On est un petit peu comme ça. On est un peu décalé. On va faire une émission spéciale avec 3 invités et avec évidemment toujours Ilan, notre correspondant à Palo Alto. Et puis on aura également la chronique, ta chronique tout à l'heure. Ouais, le meilleur moment de l'émission. Dévoiler un tout petit peu ce qui va se passer dans la chronique ou pas ? On va parler du directeur de Prisma Media Digital, qui est la branche numérique du groupe Prisma Media. Prisma, Voici, c'est Gala, tout Gala, ça. Tralala, exactement. Voilà. Tout ce que tu lis, quoi. Tout ce qu'on lit toutes les semaines. On en parle dans un tout petit instant. Allez, on a un mur d'images derrière avec 4 invités qu'on salue et qu'on va découvrir les uns avec les autres, ou après les autres en l'occurrence. Bonjour à tous. Bonjour. 2 hommes, 2 femmes, c'est l'équilibre total comme sur ce plateau. Je crois que pour la dernière, parité. on a fait une parité absolument complète sur cette histoire. On commence par les dames. Anne Lalou, faites-nous un petit coucou. Anne Lalou, vous êtes la directrice de la Web School Factory. C'est marqué derrière, c'est Innovation Factory qui est en fait un programme dont on va parler que vous avez lancé il y a combien de temps, Anne ? Il y a bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et la Web School Factory, c'est une école à Paris qui forme en 5 ans, je crois bien, des personnes au management des entreprises, notamment des entreprises évidemment connectées. Tout à fait. En fait, à toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, ça concerne tout le monde. Ouais. Et vous avez combien d'élèves dans cette école ? On en a 100 aujourd'hui et probablement le double l'année prochaine. Voilà, Innovation Factory, c'est un campus cluster, vous appelez ça comme ça, on détaillera tout ça tout à l'heure, qui permet d'avoir des rencontres entre les étudiants d'un côté, tout le monde de l'école elle-même, et puis en fait les entreprises notamment qui sont là. On va en discuter. Exactement, et puis on aura Magali Toulieu, qui est la présidente de madeuxièmeécole.com. Bonjour Magali. Bonjour. On vous entend pas très bien Magali. Vous entendez mieux là ? Ouais. Oui, là un petit peu mieux, oui. Alors, vous avez sorti un joli casque, donc ça mérite quand même un petit bravo. Magali, est-ce qu'on peut dire que madeuxièmeécole.com, c'est la première école web ? Pour les collégiens, oui, effectivement. C'est-à-dire que nous proposons, nous sommes pionniers dans la réalisation. Il faut pas, Magali, excusez-moi, il faut pas coller trop votre micro, parce que sinon... Voilà, on va plutôt monter le son que le fait de rapprocher. Voilà. Vous entendez là ? Je vous entends un petit peu loin pour tout dire, mais bon. Vous êtes où physiquement ? À Paris. À Paris, oui, très très loin, donc des studios de Boulogne où on se trouve nous. Donc, nous sommes pionniers pour la réalisation de MOOC pour enfants, c'est-à-dire que nous proposons à des enfants de travailler les mathématiques sur Internet, donc en ligne. Et un programme totalement complet qui peut aider notamment les enfants déscolarisés, les enfants expatriés et puis aussi les enfants qui ont besoin d'un soutien scolaire nouvelle génération. Et aujourd'hui, vous avez 450 vidéos, c'est ça ? Voilà, plus de 450 vidéos qui expliquent en fait les mathématiques de la 6e à la 3e. C'est que les maths pour l'instant. Ouais, c'est que les maths. Que les maths pour l'instant, mais c'est vraiment 100% du programme, c'est-à-dire qu'on n'oublie aucun sujet. Bon, quand il s'agit de faire de l'accompagnement comme ça ou de la formation en matière de vidéo, il y en a un autre qui s'y connaît aussi. C'est Antoine Amiel qui est avec nous. Salut Antoine. Salut, bonjour. En haut à droite, l'homme avec des cheveux ébouriffés. Créateur de Learn Assembly. Learn Assembly qui en fait est une structure en fait de formation via notamment la vidéo et via des rencontres physiques en présentiel pour tous les gens, tous les professionnels du web et d'Internet. Exactement. On s'est dit en fait qu'on s'est aperçu qu'il y avait un nombre
croissant de gens qui voulaient entreprendre et qui s'intéressaient au web, aussi bien des particuliers, des étudiants que des entreprises. Et donc, on a créé une plateforme de partage de connaissances sur tous ces métiers-là. On va chercher des experts, plein d'experts, qu'on aide à créer des cours, on leur trouve des lieux, on organise des cours et ensuite on filme ces événements qu'on remet ensuite en ligne. Et donc, voilà, on organise une quinzaine de cours et de formations à Paris. On a un catalogue vidéo qui se développe et on commence à faire beaucoup de vidéos pédagogiques et de formations et de MOOC d'entreprises pour tous les gens qui s'intéressent à la transformation numérique et à l'innovation pédagogique, et ça bouge beaucoup. Je crois qu'on fait bien de faire de la vidéo sur Digital Business News, qui est le partenaire de cette émission, Jennifer, tous les jours, parce qu'en fait, ça a l'air d'être dans l'air du temps un tout petit Exactement, peu. Exactement, d'excellentes vidéos, produites par moi-même notamment. Bon, donc Antoine, il y a de la vidéo, il y a de la vidéo également pour Magali, il y a aussi de la vidéo d'ailleurs, Anne Lalou, vous faites de temps en temps des petites vidéos avec la Web School Factory, même assez régulièrement lorsque vous faites un événement par exemple, ou lorsque vous faites parler les étudiants. Ben oui, parce que c'est un média qu'aujourd'hui, cette génération adopte beaucoup plus facilement que la lecture. Et donc, on est régulièrement producteur et éditeur de vidéos de la vie de l'école et de la vie de l'Innovation Factory. On va vous demander de baisser un tout petit peu peut-être votre écran, votre webcam. Comme ça, on vous voit un petit peu plus haute sur l'image. Et ça sera plus agréable. Et on a l'incontournable. Ilan. Ouais. Salut Ilan. Salut à tous. Quoi de neuf du côté de Palo Alto? Bah, écoute, on bronze. Merci, au revoir Ilan. Bonnes vacances. Est-ce qu'il y a un petit esprit déjà vacances qui souffle sur la Silicon Valley ou pas du tout? On est très loin là. Bah, il n'y a jamais vraiment de vacances. Ouais, c'est vrai. Il n'y a jamais vraiment on n'est pas à Paris. C'est vrai aussi. Voilà. Ouais, mais bon, c'est quand même la Californie, donc t'es en vacances une bonne partie de l'année quand même, c'est agréable. Bah, si on en croit ton Twitter et ton Facebook, il y a des endroits assez sympas pour passer des moments tranquilles avec sa famille, quoi. Et c'est vraiment des spots incroyables géographiquement dans ce coin-là. Bon, il y a plein de choses à raconter avec Ilan. Ouais. On démarre avec Yo. Alors Yo, c'est vraiment le truc qui cartonne. On se demande vraiment à quoi ça sert. On se demande pourquoi ça cartonne surtout en fait. Écoute, c'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de répondre. Ouais. Mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France. Bah, pas vraiment pour l'instant, non. Ah ouais, il y a eu quelques articles cette semaine dans certains journaux. Bah écoute, c'est un phénomène. C'est un phénomène parce que Yo, en fait, c'est une app qui est tellement simple que c'est déprimant. Le concept est très simple. Tu downloads l'application, il va récupérer ton carnet d'adresses, il va te dire qui est sur Yo. Et une fois que tu as tes contacts qui sont sur l'appli, ben là, en un tap, tu peux envoyer un Yo à ton copain. Voilà. Mais ça sert à quoi? C'est quoi un ta Yo? copine. Bah Yo, c'est tout, c'est un message qui donc s'appelle pourquoi Yo. Ça cartonne? Alors pourquoi ça cartonne? Écoute, moi je vais essayer de trouver une raison qui est difficile à justifier, mais moi j'adore. Oui, c'est pas une raison. D'accord. Non, mais alors je vais la donner la raison. C'est que en fait aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux qui existent, ça prend toujours un peu de temps d'envoyer un message à quelqu'un, peu importe le channel, que ce soit WhatsApp, Facebook ou autre. Et avec Yo, en fait. La dernière fois, j'étais en retard à un resto. Un de mes copains m'a envoyé un Yo. Je savais ce que ça voulait dire, si tu veux. J'ai bien compris. Et pareil, j'avais un rendez-vous avec mon boss ici et j'avais encore une fois 5 minutes de retard. Il m'a envoyé un Yo. Pareil. Si tu veux, parfois, il n'y a pas besoin d'envoyer un message, d'écrire quoi que ce soit. C'est juste Yo aux États-Unis, c'est une juste un Yo. qui est utilisée très souvent. Bon, c'est une espèce de POC. C'est un POC, ouais, exactement. C'est un POC. Ouais, c'est un POC, mais hyper simple à utiliser. Encore une fois, c'est un tap. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment dans l'application, tu écris quoi que ce soit. Donc, je pense à toi, où on est complice, on sait très bien. Tu sais à quoi je pense à ce moment-là. Voilà. Transmission de pensée, quoi. C'est assez marrant. Écoute, en tout cas, ça s'est développé. Bon, évidemment, c'était très viral. Et aujourd'hui, moi, j'ai plein de copains qui sont sur Yo. Alors, je sais pas, honnêtement, j'ai quand même aussi envie de dire que c'est juste un effet de lancement et que dans 3 mois, on va plus en entendre parler, si ce n'est avant. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ils ont levé $1 million. Le mec est tout seul. Et j'ai comme la sensation qu'ils vont réussir à lever beaucoup d'argent dans très peu de temps. Et donc après, tout est possible. Lever de l'argent, pourquoi faire? On a vu l'application, c'est miséreux. C'est-à-dire, il y a 3 lignes en flat design et on envoie un Yo. D'ailleurs, sur leur vidéo de présentation, ça prend 10 minutes à développer, ce truc-là. Ils ont oublié de nettoyer leur écran sur la vidéo de présentation. Je vais lui dire.
Non, mais oui, t'as raison. Pourquoi lever de l'argent? Pourquoi lever de l'argent? Parce que tu peux, quoi. Voilà, non, mais il ferait mieux de se vendre comme WhatsApp, finalement. S'il arrivait à faire ses 19 milliards, ce serait bien. Mais enfin, là, c'est quand même un petit peu... Bon, non, mais écoute, tu sais, parfois, c'est aussi simple que t'as 10 millions de personnes qui ont ton appli installée sur leur téléphone. Ça vaut quelque chose. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 1 million de downloads en quelques jours. Et voilà, ça en soi, c'est intéressant. Ça suffit à intéresser des investisseurs. Donc, est-ce qu'il y a un verbe déjà d'ailleurs? Parce que quand on envoyait un poke, on pouvait dire qu'on pokait quelqu'un, mais aujourd'hui on yoyote, on fait quoi aux États-Unis? On yop. Je te yo. On yo. Tata yo-yo, je te tata yo-yo. Je te tata yo-yo. Ça doit cartonner, ça, cette expression de la Silicon Valley. Bon, allez, parlons d'autre chose. Refresh. Qu'est-ce que c'est que Refresh? C'était pas moi de le lancer. C'est pas grave. J'ai mangé le lancement. Refresh, ça permet d'avoir des informations sur tes futurs rendez-vous. C'est ça, Ilan? C'est ça. En fait, c'est une application de calendrier, comme aujourd'hui, il y en a pas mal. Mais eux, leur idée est un peu différente, puisqu'en fait, ils vont récupérer des informations qui vont chercher un peu partout sur Internet, sur le prochain rendez-vous que tu as. Donc, tu vas rencontrer un prospect commercial, par exemple. 5 minutes ou une demi-heure avant ton rendez-vous, Refresh va t'envoyer une push notification qui va te donner plein d'infos. Où cette personne travaille, est-ce que vous avez des copains en commun, etc., etc. Et ça peut aider pour les rendez-vous. Enfin, moi, je l'utilise. C'est intéressant parce que parfois, tu vas avoir une info qui va te permettre d'engager la conversation ou d'avoir un point commun avec ce rendez-vous et pourquoi pas. Donc voilà, c'est une application qui commence à avoir pas mal de fans ici. Ce qui est bien, c'est que leur vidéo démo, on comprend absolument pas du tout quel rapport il y a avec l'application elle-même, mais elle est bien faite, donc on se régale quand même à regarder la jolie chemise à carreaux du type, mais pour l'instant, on n'a pas... Ah si, on voit quand même le logo, un tout petit peu. Et ça marche vraiment bien, ça, Refresh? Ça marche très très bien. C'est la grosse tendance du moment, c'est ce qu'on appelle le machine learning. En tout cas, il y a beaucoup de startups qui l'utilisent, et le machine learning, ça te permet d'améliorer tes algorithmes au fur et à mesure, et donc plus il y a de gens qui l'utilisent, plus ça devient précis, et c'est de mieux en mieux. Ouais, l'appli est vraiment top. Et enfin, Ilan, on va parler de Product Hunt. Alors, pour être honnête, j'ai pas bien compris ce que c'était. Donc, je veux bien que tu m'éclaires. Je veux dire qu'on est deux quand même. Oui, on est deux, pour être honnête. Okay. Alors, oui, parce que c'est un peu difficile. On va montrer des images pendant ce temps-là, comme ça vous allez vous rendre compte à quel point c'est pas très clair le site. C'est austère comme histoire, visuellement, quand même, la première approche. J'attends de voir les images pour voir si vous avez bien le bon produit, parce que c'est pas si compliqué. Mais l'idée de Product Hunt, en fait, c'est un peu l'équivalent de Hacker News. Je sais pas si ça vous parle, Hacker News, mais c'est un site qui est vraiment très très austère pour le coup, où tu as des geeks et des développeurs qui vont partager des liens intéressants ou des liens vers des startups et juste les commenter, discuter autour de ça. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est à l'écran. Et Product Hunt, c'est la même chose. Et tu as des personnes qui vont juste partager des liens vers des startups et des produits intéressants. Voilà, et donc et avoir des discussions autour de ça. Donc c'est ce qu'on appelle des product geeks, des gens comme moi en fait, qui testent toute la journée des nouveaux produits, des nouvelles startups, qui en parlent, qui upvotent. Donc tu peux juste faire remonter la startup qui te plaît en haut de la liste. Et chaque jour, tu as des nouvelles startups et tu as des discussions autour de ça. Alors, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que en fait, moi, je suis dessus depuis, 6-7 mois. Et maintenant, tout le monde en parle parce qu'en fait, on s'est aperçu que les VC de la Silicon Valley utilisaient beaucoup Product Hunt pour sourcer leurs deals. Donc, pour trouver les nouvelles startups à la mode avant que ça devienne trop gros pour eux, quoi, en fait. Donc c'est sympa, Product Hunt, mais c'est vraiment pour les gens passionnés par les nouvelles applications, etc. C'est pas là encore, il n'y a pas un développement colossal, ou à moins que l'arrière-boutique technologique soit fabuleuse, mais on est dans la mode du minimalisme en ce moment du côté de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'en fait on monte une start-up en 10 minutes et on fait $1 million, c'est ça? Ouais, non mais c'est ça. Si ça marche. La prochaine frontière, écoute. Non, mais en tout cas la simplicité, c'est clairement le sujet du moment. On revient de plus en plus à des utilisations très très simples et verticales de tous les types d'applications qu'on utilise, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des médias, etc. Parce qu'on a tellement tout vu aujourd'hui, on a tellement vu des tonnes de choses que
Aujourd'hui, on s'essaye sur des usages très simplifiés. Donc, effectivement, c'est la tendance. Bon, c'est quand même... mais c'est une nouvelle tendance. C'est vrai qu'on a eu tellement de services, mais en même temps, si on a un service pour chaque micro-action, il y a un moment précis où on ne peut pas en utiliser 150. Alors, tu nous as parlé de Yo que tu utilises, tu nous parles de Refresh. Bon, ça marche pendant 6 mois, mais il y a toutes les applications que tu nous disais avoir utilisées le mois dernier, puis le mois d'avant, puis le mois d'avant. Comment tu fais? Tu ne peux plus les utiliser de façon permanente. Il va bien falloir en éliminer au fur et à mesure et très rapidement pour avoir d'autres services. Ouais, écoute, oui et non. Moi, je suis un cas probablement particulier, mais j'utilise beaucoup d'applications au quotidien. Il y a une tendance qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que la push notification devient l'app. Tu vois, et par exemple, Yo, c'est un très bon exemple parce que Yo, j'ai pas besoin d'utiliser l'app. Je reçois une push notification, je vois de qui elle vient et c'est terminé. Et c'est pareil pour Refresh. Refresh, si j'ai une push notification sur mon prochain rendez-vous mais que ça m'intéresse pas, je vais pas l'ouvrir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Il y a de plus en plus aussi d'innovation sur les push notifications. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et voilà. Donc, Bon, écoute, d'habitude, c'est toi qui donnes ton avis sur ce qui se passe derrière. On va demander pour une fois à l'envers un petit peu aux autres ce qu'ils ont pensé de ta petite sélection et s'ils se sentent d'utiliser ce genre de service. Je me sens, je t'enverrai un Yo quand je suis en retard c'est vrai? au boulot. Oui, non. Alors là, ça va être du yo tâche. On va se parer. Anne, Magali, Antoine, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de raconter Ilan? Est-ce qu'il y a un de ces produits que vous avez envie d'utiliser ou pas, comme disait l'autre? Moi, si Refresh me gère mon agenda et me fait la recherche pour préparer mes rendez-vous, je suis preneuse. Ça vous parle, ça? Ouais. Alors moi, il y en a un que j'utilise déjà, c'est The Product Hunt. J'utilise énormément, je trouve ça génial. Je pense qu'en fait, c'est pas du tout un outil aussi simple qu'on le dit. Avant, pour trouver une information sur une startup ou un marché, il fallait chercher 5 heures sur le web, aller lire plein d'articles de blog. Là, t'as des dizaines d'actus quasiment en temps réel sur des lancements de startups. C'est hyper intéressant pour faire sa veille, pour s'informer, pour voir les tendances. Moi, je trouve ça génial, je l'utilise beaucoup. Yo, je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'un service comme ça puisse exister et lever de l'argent. Voilà. Et Refresh, ça a l'air pas mal, ouais. Tu trouves ça triste parce que tu n'as pas eu d'idée, en fait, parce que exactement. En fait, tout le monde se dit, si je pouvais avoir une idée aussi bidon et arriver à lever de l'argent avec une idée aussi bidon, ce serait quand même assez génial, quoi. Voilà. Il y a peut-être un peu de ça, je sais pas. Et Magali, le Yo? Le Yo, moi, c'est le service qui m'intéresse le plus. J'ai un fils de 16 ans et je le vois très bien utiliser Yo pour saluer ses copains. Et même moi, ça peut être très sympa. De temps en temps, plutôt que d'envoyer un SMS, alors comment ça va, etc., de dire Yo ou je suis prêt, ou enfin voilà, c'est. Et puis moi, c'est plutôt ça me rend pas triste, plutôt ça me rend heureuse de voir qu'il y a encore des pays où on peut lever des fonds pour des idées comme ça. Ah. Ilan a l'air d'accord. Du commentaire sur les applaudissements, Ilan. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Non, mais moi je trouve que c'est une forme d'innovation. Effectivement, c'est très très simple, mais moi j'aurais aimé avoir l'idée. Je dis pas que ça aurait été ma prochaine start-up parce que c'est limité quand même en termes de potentiel. Encore que, mais non, moi j'applaudis toute forme d'innovation. C'est vrai que ça joue sur un espace de la communication, de l'intercommunication qui est assez intéressant. C'est-à-dire, on sait tous les deux de quoi on parle, donc c'est pas la peine d'aller en faire une tartine. Je dis Yo. Contextuel. C'est contextuel. Et donc c'est plutôt habile, ça c'est sûr. C'est plutôt sympa. Eh ben, on va passer. On va se faire une petite virgule. On va s'y mettre, Yo, je pense. Yo. On va être obligé de s'y mettre assez rapidement. Yo. Une petite virgule. Yo. Antoine Lamiel. Antoine, tu es le fondateur de Learn Assembly qui organise des cours et des conférences sur l'entrepreneuriat. Exactement. Ça a été créé quand exactement? Alors on a créé ça il y a un peu plus d'un an. On a recruté nos premiers intervenants et on a organisé nos premiers cours et conférences. Alors c'est quel genre de cours? En fait, c'est tous les cours, c'est un peu la boîte à outils de l'entrepreneur, c'est tous les cours dont ont besoin des entrepreneurs ou des gens qui travaillent dans le web ou qui veulent découvrir le web. Donc on fait des cours de découverte de l'entrepreneuriat, de levée de fonds, d'e-commerce, de référencement, des cours de design, de programmation. En fait, c'est vraiment tout ce dont peut avoir besoin quelqu'un qui veut bosser dans le web. Et puis on fait aussi beaucoup de conférences sur des sujets plutôt sur des tendances de marché. On va faire des conférences sur le numérique dans l'éducation, sur les ressources humaines,
sur les médias pour inviter plein d'entrepreneurs et de professionnels à partager leurs expériences et donner des idées concrètes. On pourrait regarder à quoi ça ressemble, puisqu'on a 2-3 vidéos qui reprennent en fait des rendez-vous physiques qui ont été réalisés. C'est pas un cours. On a notamment Jean-David Chambouré, donc, qui est le patron d'Isaïe, qui était un fonds d'investissement bien connu, fonds d'investissement des entrepreneurs, en fait, de 70-80 entrepreneurs. Bon, quelques secondes de ce qu'il raconte lorsqu'il vient donner un cours que vous filmez et que vous mettez à disposition derrière sur Learn Assembly. L'énorme différence entre le marché du capital risque en Europe et aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, 80% des profits sont faits avec 2 ou 3% des deals. Pour donner un exemple, moi je pense que dans la période où j'étais administrateur de Price Minister, j'ai dû parler à Pierre au téléphone au moins 2 fois par semaine pendant 6 ans. Et il y a un phénomène de chicken and egg dans l'entrepreneuriat, c'est que tant que j'ai pas de cash, je peux pas prouver que je peux faire des choses, et tant que j'ai pas prouvé que j'ai fait des choses, je peux pas avoir de cash. Si faire du conseil c'est facturer, moi j'ai un proverbe, demande de l'aide à un feignant, il deviendra ton conseiller. Demande de l'aide à un feignant, il deviendra ton conseiller. Ça, c'est un truc, on peut réfléchir 2 heures là-dessus. Tu es d'accord avec ça, Antoine ? Tout à fait. Tu peux me demander de l'aide. Le Pierre dont il parlait, c'est Pierre Kosciusko-Morizet, qu'on écoutera dans un instant d'ailleurs, puisqu'il est venu lui aussi faire une masterclass. Donc il y a des masterclass, il y a des cours comme ça qui sont un peu à la volée, il y a des cours plus organisés façon cours aussi qui se font, avec des gens qui sont plutôt des enseignants. Comment ça se passe ? Quel est le profil des gens qui viennent assister à ces cours ? Alors, le profil des gens, il y a à peu près la moitié des gens qui viennent sont des entrepreneurs ou des gens qui sont en train de créer leur start-up. Donc c'est des gens qui sont dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent la création de leur entreprise et qui ont énormément de choses à apprendre pour se lancer. Après, on a de plus en plus d'étudiants et on propose des tarifs ou des places gratuites aux étudiants. Donc on a pas mal d'étudiants qui viennent. Il y a aussi des gens qui travaillent dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec le web et qui s'y intéressent pour leur culture générale, parce qu'ils ont envie de comprendre un peu comment ça se passe. Donc finalement, c'est des publics assez larges. Ce qui est sympa, c'est que des gens d'un peu tous les horizons se retrouvent ensemble dans les cours et puis partagent. Et c'est comme on l'a vu sur la vidéo, c'est des partages d'expériences très humains, très personnels. Les gens peuvent poser des questions, rester en contact, échanger des cartes de visite. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu chaleureux, d'un peu vivant. Et puis, tu me posais une question sur les professeurs, sur les intervenants. Qui sont-ils ? En fait, on travaille finalement assez peu avec des profs, on travaille surtout avec des experts, avec des pros, des gens qui ont une compétence très forte dans leur domaine. Et en fait, soit c'est eux qui nous contactent pour proposer des cours parce qu'ils ont envie de partager leurs connaissances, comme c'est aussi un bon complément de revenu pour eux. Et puis, sinon, on va chercher ces différents experts et on les aide à créer les cours, on les aide à partager ce qu'ils savent pour faire en sorte que les gens puissent réaliser leurs projets. C'est-à-dire que les cours vont être vendus derrière, on peut les acheter à l'unité, et que celui qui a été à l'origine du cours, qui a donné sa conférence, va percevoir un pourcentage. Comment ça se passe ? Exactement, on rémunère les intervenants en fonction du nombre d'inscrits au cours. L'idée, c'est qu'on va chercher par exemple, je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, un journaliste qui fait une formation en media training, par exemple, ça coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et nous, on va chercher le rédacteur en chef d'un journal, et pour 30 ou 40 euros, n'importe qui peut passer 2 heures avec cette personne-là. On multiplie par le nombre de personnes et on rémunère l'intervenant. Donc c'est un côté un peu consommation collaborative qui permet de payer bien les profs tout en ayant des prix assez abordables. Ça coûte combien exactement ces cours ? Les cours, ils coûtent 30 ou 40 euros en général, et les vidéos entre 5 et 10 euros. Et on a plusieurs formats. On a ce qu'on appelle des masterclass, où c'est des entrepreneurs connus, des figures un peu charismatiques du web qui viennent partager leur expérience, donner des conseils. Et puis on a des cours beaucoup plus opérationnels, très pratiques, où on va apprendre à coder, apprendre à designer, où là vraiment on met les mains dans le cambouis. Justement, à propos de figures du web, Pierre Kosciusko-Morizet était venu faire une masterclass pour Learn Assembly. On regarde ce que ça donne en quelques secondes aussi. Ok, donc je propose de commencer. Déjà peut-être commencer par dire 2 mots de qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis un peu retracer le début de ton aventure entrepreneuriale avec Price Minister. Avec plaisir. Alors rapidement, donc Pierre Kosciusko-Morizet, j'ai 36 ans. Donc j'ai fait HEC entrepreneur précisément, dont je suis sorti en 2000. J'ai monté une première boîte pendant ma dernière année d'études, qui était en fait mon projet de création d'HEC entrepreneur, qui n'a pas fonctionné, qui était un système de comptage. On comptait les gens qui rentraient, qui sortaient d'un espace donné. Donc c'est un peu quelque chose qui se fait très facilement sur le web, mais qu'on voulait faire dans les magasins à l'époque. Et voilà, comment apprendre que Pierre Kosciusko-Morizet, qui a monté Price Minister quand même, à 36 ans. Prendre une claque là tout d'un coup. Et Antoine, vous avez des concurrents concrets ou pas sur ce marché ?
Alors en fait, il existe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'incubateurs qui organisent des ateliers de formation, des petites sessions de training pour les incuber. Nous, on a vraiment une démarche de formation, donc l'idée c'est d'avoir des contenus assez exigeants et de travailler avec les profs sur leurs cours. Et puis après, on commence beaucoup à faire des formations, des séminaires, des vidéos pour des entreprises sur tous ces sujets-là. Et donc là, il existe aussi évidemment des entreprises qui font ça. Et nous, on capitalise sur un bon réseau d'experts. Aujourd'hui, on a plus de 200 intervenants de très bon niveau. Et puis, on essaye de tirer parti de toutes les innovations pédagogiques que permettent les MOOC, que permettent le motion design, la pédagogie inversée, pour faire des choses qui sont innovantes, qui sont pas chères et qui vont droit au but. Là, on n'est pas dans les MOOC, au sens propre du terme. C'est pas dans les MOOC au sens propre du terme, puisque les MOOC, en fait, c'est des cours de 3-4 semaines en ligne gratuit. Vrai programme, exactement. Donc nous, on fait pas des MOOC. En fait, comme on fait du contenu très, très spécifique avec une approche très opérationnelle, finalement, faire un MOOC, c'est pas forcément le bon support ou le bon moyen. Par contre, on a fait des MOOC pour des entreprises ou l'équivalent des formations un peu ouvertes qui sont diffusées massivement auprès de dizaines, de centaines de collaborateurs. C'est vraiment la vidéo qui est le facteur, le vecteur important aujourd'hui pour ce genre de diffusion-là. Il y a d'autres moyens possibles parce qu'en fait, il n'y a pas que de la vidéo sur Learn. Il y a aussi un accompagnement avec des textes, avec pas mal de ressources pédagogiques. En fait, on a commencé par faire du présentiel, des cours du physique dans des salles. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était très sympa parce que ça permettait d'avoir des échanges, ça permettait de discuter. Et le problème, c'est que ça crée une fracture numérique. Tout le monde avoir accès à la formation. Et donc aujourd'hui, on a développé cette offre vidéo, et donc des gens de toute la France et aussi des expatriés en Afrique francophone commencent à suivre nos cours. Donc la vidéo, c'est pas le seul moyen. Je pense qu'on perd un petit peu en interaction, mais clairement, c'est ce qu'il y a de plus démocratique et de plus massif, quoi. Et puis ça correspond aussi aux usages de notre génération. On a envie d'avoir plein de contenu très vite, d'apprendre rapidement. Magali Toulieu, vous êtes dans les MOOC, hein, en tout cas vous voulez être référencée comme étant productrice de MOOC avec ma deuxième école. C'est quoi la différence par rapport à ce que fait concrètement Antoine ? Alors nous, en plus des vidéos, en fait, on propose des exercices interactifs, des fiches mémoire, et tous nos cours sont organisés en petits parcours qui peuvent être réalisés par les élèves en 1h30, 2 heures à peu près. Et donc, par exemple, sur la 6e, vous avez 28 épisodes, ce qu'on appelle des épisodes, puisque nous, on a choisi d'utiliser un discours très orienté vidéo, série télé, comme faire des maths, comme faire une série télé, comme regarder une série télé, en fait. Et donc, en 2 heures, l'élève peut travailler à la fois avec des vidéos, des exercices, des fiches mémoire qu'il peut imprimer, et puis avoir aussi un coach qui le suit à distance. Donc c'est vraiment c'est comme un cours à l'école, mais à la maison. Ce sont des vrais profs en fait qui font les cours, c'est des profs, c'est pas des experts, et c'est des tableaux interactifs en fait qu'ils utilisent. On utilise en fait des tableaux interactifs, on utilise toutes les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels par exemple de géométrie interactive. On utilise on travaille avec 4 professeurs de mathématiques qui travaillent à l'éducation nationale et qui sont professeurs dans l'éducation nationale aujourd'hui. Donc nous, comme Antoine, on a vraiment opté pour la qualité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de produits aujourd'hui sur Internet qui sont gratuits. Des vidéos de maths, vous en avez avec un tableau avec une craie, un professeur qui explique une chose, vous entendez mal, vous voyez mal. Nous, on a opté pour la qualité parce qu'on considère que l'éducation a besoin aussi de qualité. Anne Lalou, est-ce que ça peut être une ressource pédagogique pour vous d'avoir l'apport de ce genre de cours qui viendraient d'universités, pourquoi pas étrangères d'ailleurs, dans vos formations ? Est-ce que ça existe déjà ou pourquoi pas la Web School Factory ? La Web School Factory, on va très souvent dire à nos étudiants, si vous voulez approfondir ou si vous voulez, voilà ce que vous pouvez aller avoir comme ressources complémentaires. Donc aujourd'hui, tout ce qui se produit et tout ce qui se fait, tout ce qui existe de disponible en matière d'éducation, ça va être ce vers quoi on va orienter les étudiants qui veulent aller beaucoup plus loin. On a parlé dans la précédente émission, Ilan s'en souvient, de cet accord entre l'université de Stanford et Polytechnique, en fait, où il y avait comme ça des passerelles. Là, il y a énormément de choses qui se mettent en place. J'imagine aussi au niveau de la vidéo, de cours comme ça. On a vu que c'était un succès colossal, les MOOC aux États-Unis actuellement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as repérées qui étaient plus récentes et qui correspondent à la discussion qu'on vient d'avoir, Ilan ? Ouais, alors les MOOC évidemment, c'est tout le monde en parle. La tendance s'appelle EdTech.
d'une façon générale, donc Ed for Education et Tech. Et ça, les VC ne pensent qu'à ça en ce moment, parce que effectivement, la vidéo, le mobile, le haut débit, etc., permet d'avoir accès à toute cette information beaucoup plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première chose que me rappelle un peu Learn Assembly aux États-Unis, c'est General Assembly à New York. Qui est aujourd'hui assez gros d'ailleurs, qui a plusieurs centres physiques, mais qui a aussi d'autres façons de distribuer leur contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien aux US. Et puis, dans le côté plus MOOC, il y a Coursera, dont on a déjà parlé. Et Coursera, d'ailleurs, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. J'ai fait un cours de 1 mois et demi, un cours qui venait de l'université de Wharton. Ça, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Je suis en Californie, j'étudie avec un prof de Wharton qui est en Philadelphie. Tout ça sur Internet, depuis mon canapé. Je pense qu'on en est qu'au début. J'aime beaucoup le côté un peu vertical de ma deuxième école, qui est pour les enfants, sur les maths en particulier. Je trouve que c'est très sympa aussi. Donc, ouais. On verra si ça restera sur les maths, mais ça sera juste après une petite virgule, parce que là, on passe à la chronique de Jennifer. Elle attend ce moment avec impatience. Tous les 15 jours, son instant de gloire, un petit peu. Moment de gloire. La chronique de Jennifer pour nous présenter une personnalité du web. Exactement. Alors, voici Gala VSD, Femme Actuelle. Je suppose que ça te parle, Bertrand. Ça me parle, moi, je ne lis que ça, moi, tu sais. J'imagine bien. Ouais. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à Frédéric Darouty. Frédéric Darouty, c'est le directeur exécutif donc, de Prisma Media Digital, qui est de la branche numérique du groupe Prisma Media, qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter. Alors, en quelques chiffres, le groupe, c'est 200 millions de vidéos vues en 2013. Je perds mon oreillette. C'est pas grave. 200 millions de vidéos vues, ça commence à... J'ai toujours eu des petites oreilles. Donc c'est 18 marques, donc ceux que je vous ai cités, mais il n'y a pas que... Prisma Media, c'est pas que la mode, c'est pas que la beauté, il y a aussi Géo, Capital, tout ça. Mais le plus gros succès du groupe, c'est Télé Loisirs, parce qu'à lui seul, c'est quand même 22 millions de vidéos vues, donc c'est pas rien. Alors, pour parler de Frédéric Darouty, il est à cette place depuis 4 ans à peu près. Il était chez AOL, mais il était aussi dans la lessive. Je vous propose de l'écouter sur son parcours. Ça mène à tout. Hein. J'ai commencé dans la lessive il y a à peu près une vingtaine d'années. Mais on apprend beaucoup de choses en fait, dans des métiers comme ceux qu'on exerce chez Procter. J'ai passé 9 ans là-bas. On apprend à vendre et on apprend aussi le marketing. Et ça, on l'utilise dans toute sa carrière. Chez AOL, c'est une expérience un peu différente parce que j'ai pratiqué AOL que du côté de la régie. Il y avait 2 métiers chez AOL, celui de fournisseur d'accès et celui de la régie. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai pu apprendre au travers de la monétisation des audiences, j'essaie de le déployer ici chez Prisma dans un modèle nouveau pour un groupe média classique de monétisation publicitaire à 95%. Pas mal cet endroit déjà, le terrain. Très sympa. Enfin, lui, il est pas très fan. C'est un peu loin de Paris. Il nous a dit que... Bon. Bref, ce qui va suivre devait te plaire, Bertrand, surtout à l'approche de l'été, parce que sache que Frédéric... L'approche même bien entamée, parce que... à Paris, pas tellement, mais... C'est vrai, officiellement. Donc Frédéric Darouty, il envisage de mettre en place des vidéos payantes sur des sites comme Femme Actuelle, Voici, tout ça, et ces vidéos, ce seront des vidéos de coaching, donc tu pourras muscler, tu pourras faire des abdos fessiers, tu pourras avoir un ventre plat, écoute Frédéric Darouty, écoute ses conseils. On a lancé depuis le début de l'année plusieurs types de contenus qui sont payants sur des sites comme Capital ou comme Géo. C'est du texte et des photos. Et on devrait lancer aussi prochainement des programmes en vidéo qui sont surtout des programmes de coaching, notamment féminins, et qui, eux, probablement seront payants. En tout cas, on va faire des tests selon la qualité du contenu qu'on peut proposer. Alors aujourd'hui, le digital, c'est 10% du chiffre d'affaires de Prisma Media. Mais Frédéric Darouty, il est très ambitieux puisqu'il espère passer la barre des 15% en 2014. Bref, c'est quelqu'un de sympa, de simple, d'ambitieux, mais qui préférerait être à Paris quand même. Plutôt qu'à Aubervilliers. Plutôt. Où sont les locaux ? Gennevilliers, oui. Pourquoi j'ai dit Aubervilliers, je ne sais pas. Alors, avec des beaux locaux quand même, ils sont sympas. Mais il nous a dit que c'était le seul avantage. C'est le seul avantage. Bon, c'était la découverte donc de Frédéric Darouty avec Prisma Media Digital. La branche média. La branche digitale pour le coup. Et donc je te donnerai le lien des vidéos de coaching pour muscler, pour te muscler avant sur les plages. Avec plaisir. Allez, revirgule et on est reparti.
Et on va parler de la Web School Factory. On a déjà évoqué un tout petit peu ce qu'il s'agissait de présenter, mais on va en parler plus précisément avec sa directrice. Anne Lalou, la Web School Factory existe depuis combien de temps maintenant ? On vient de clôturer la 2e année. Ouais, donc on a ouvert nos portes en octobre 2012. En fait, c'est une rencontre de différents organismes qui a donné naissance à la Web School Factory. Il y avait Ethic notamment qui était de la partie. Il y avait Ethic, il y a Strat, il y a ESG. Et l'idée, c'est de se dire... en réalité, il manque l'école adaptée aux défis du numérique et de l'économie numérique. Mais tout le monde dit ça à chaque fois qu'on crée une école, chacun dit d'avoir une vision à la fois créative, business et technique. Et donc l'idée, c'était de créer un cursus qui était entièrement nouveau avec ces 3 disciplines fondamentales autour d'un tronc commun du management. Donc l'idée, c'est vraiment de créer les managers des grosses boîtes ou des boîtes moyennes ou des startups, en tout cas des gens qui vont devenir des managers, qui vont créer leur boîte eux-mêmes ou qui vont être embauchés par des boîtes existantes sur des postes de direction. Les 2, docteur. Ouais. Franchement, ça va être fonction de leurs envies. En tout cas, ils auront les bases pour pouvoir être entrepreneurs, mais ils pourront aussi être intrapreneurs. Et moi, je crois beaucoup que cette génération va devoir participer de la transformation numérique de tout notre tissu industriel, et ça fait partie aussi du modèle de la Web School Factory et de toute d'ailleurs son imbrication avec l'Innovation Factory. Anne, c'est une école post-bac. C'est post-bac, c'est 5 ans. Alors sur 3 fondements. Donc c'est post-bac, c'est en 5 ans, avec une 3e année à l'étranger pour le 2e semestre. Et avec 3 grands axes pédagogiques, la multidisciplinarité. Donc l'idée, c'est de créer ces futurs managers polyvalents et avec une expertise, mais aussi tous les savoirs des différentes disciplines. C'est une école qui travaille énormément sur le collaboratif, et le collaboratif, c'est une valeur, mais ce sont aussi des méthodes et des méthodologies qui permettent de casser la logique des silos sur lesquels on est très bon en France. Et 3e grand axe pédagogique, c'est faire dialoguer en permanence l'apprendre et le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une école où on fait que dans le face-à-face académique. On est en permanence en train de confronter ce face-à-face académique et ce présentiel avec des projets, avec des entreprises partenaires. Donc, ce sont des vrais projets dans des vrais délais. Et on est en train de construire son savoir-être professionnel tout au long de ces 5 années. Vous voulez dire que de temps en temps, dans certaines écoles, il y a une formation qui est un peu en boîte, qui est un peu congelée ? Je ne me permettrai pas, je dirais juste que comme on est très jeune, on est du coup assez agile et qu'on est capable d'évoluer, et qu'une de nos convictions, c'est que les métiers pour lesquels nous sommes en train de les former, ils n'existent pas. Et donc, c'est eux qui vont les inventer. Nous, on doit leur donner les outils, les langues, les savoir-être, les savoir-faire, mais ils inventeront les métiers. Anne, qui sont vos professeurs ? Ce sont des patrons Ce sont des experts. Alors là-dessus, je dirais que je suis très sensible au discours d'Antoine. D'ailleurs, on se connaît bien, mais aujourd'hui, les professeurs sont avant tout des intervenants qui travaillent dans des entreprises, dans des startups, dans des grands groupes, qui ont leur expertise et qui vont venir transmettre cette expertise et transmettre ce savoir aux étudiants. Je peux prendre l'exemple de Julie Rick, qui travaille chez Chronos comme sociologue, qui va travailler sur toutes les problématiques de veille et de veille à la Web School Factory. Je peux prendre l'exemple de Xavier Milin, qui est directeur financier de plein de startups et qui vient travailler chez nous sur les cours justement de compta, de finance. Voilà, en permanence, on essaye là aussi de faire dialoguer l'entreprise, la vraie vie, et ce qu'on vient apprendre à l'école. Est-ce que le symbole du dialogue, ça n'est pas finalement l'Innovation Factory que vous avez créé donc il y a combien de temps ? Un peu plus d'1 an maintenant, largement, ouais. 1 an et demi, et qui est donc ce campus cluster. Alors le mot est pompeux, mais en même temps c'est la rencontre d'un campus d'étudiants et d'entreprises, pour le coup, qui sont des entreprises partenaires. Et l'idée de tout ça, c'est de générer sur un modèle de sérendipité un petit peu, c'est-à-dire de laisser le hasard aussi faire des rencontres et générer des projets, de générer quelque chose, de l'énergie un peu. De générer de la rencontre, de générer de la co-construction, de générer de l'open innovation, et effectivement de faire en permanence se confronter les étudiants et les équipes opérationnelles. Donc ça passe par plein de formats. Grosso modo, l'Innovation Factory, ça s'incarne en un lieu. C'est ce campus cluster qu'on va inaugurer de manière beaucoup plus formelle, parce qu'aujourd'hui on a un peu campé cette année dans les locaux de l'école, et on intègre le campus cluster dans le 13e à partir du mois de septembre. Et c'est effectivement faire vivre au quotidien des étudiants, des labos de recherche, des think tanks, des grands groupes, des startups, et arriver à faire que
ces rencontres et ces échanges, organisés ou pas, génèrent de l'innovation et permettent l'accélération de l'innovation. Mais ça veut dire que les entreprises envoient des équipes qui vont être en résidence pendant quelques semaines, quelques mois, au contact des étudiants. Ça se passe comment ? Alors très concrètement, on a nos 3 entreprises partenaires stratégiques, Accor, Bouygues Telecom et PMU, qui effectivement ont des équipes sur place. Alors c'est soit des équipes projets qu'on excube un peu pour les sortir des freins internes et des lourdeurs de la grande entreprise et se mettre dans un écosystème où tout va plus vite, mais ça peut être aussi des équipes d'innovation qui vont venir faire de la veille en échangeant ou des équipes marketing. Donc on a ces trois typologies il y aura en permanence sur site ces entreprises qui viendront interagir avec les étudiants et qui auront leur bureau sur place. Mais on a aussi des coworking, de la pépinière, du Fab Lab, du Creative Lab. Donc on a aussi, je dirais, toute une offre pour l'écosystème qui fait que ces échanges se font. Et puis on a de manière un petit peu inspirée d'ailleurs des modèles américains, une grande cafette coworking qui va être un lieu de rencontre, mais qu'on va un petit peu personnaliser, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentrera à la cafette coworking de l'Innovation Factory pourra décider de se joindre à la table Big Data prédictif ou bien pourra proposer un projet et chercher une équipe sur un projet avec les étudiants. Le but, Anne, c'est aussi de permettre aux entreprises de recruter vos étudiants, j'imagine. Bien sûr. En tout cas, le but, c'est que nos étudiants construisent leur savoir-être professionnel et leur expérience professionnelle tout au long de leurs études. Et effectivement, pour les entreprises, c'est une manière de recruter ces nouveaux profils qui sont aujourd'hui très recherchés. Il faut préciser quand même que les entreprises paient pour participer à tout ça parce qu'elles y trouvent leur compte aussi. C'est pas simplement du mécénat, c'est même pas du tout du mécénat pour le coup. Elles mettent en confrontation en fait leurs équipes, notamment quand c'est des grandes entreprises, avec des jeunes qui vont leur apprendre pas simplement ce qu'ils ont appris à l'école, mais aussi leur mode de fonctionnement intellectuel hérité de leur génération tout simplement, qui n'est pas toujours celle des cadres dans les grandes entreprises lorsqu'il s'agit d'Internet. Oui, mais l'Innovation Factory, c'est une association à but non lucratif qu'elle co-construise. Et sa singularité, c'est son cœur étudiant. Il y a effectivement les étudiants de la Web School qui sont là tout le temps, partout, et ceux des écoles fondatrices. Mais toutes les entreprises partenaires font aussi de l'open innovation entre elles. Et là-dessus, il y a déjà, sur un certain nombre de thématiques, des projets qui sont en train de se développer entre ces entreprises, avec à chaque fois l'input, la fraîcheur, la créativité des étudiants et de cette génération qui vient leur dire oui, mais nous, si c'est pour nous que vous voulez le faire, nous on le ferait comme ça. Combien d'entreprises aujourd'hui sont partenaires d'Innovation Factory ? 24 entreprises. Ah oui, et pas des moindres, c'est que des grosses en fait quasiment. C'est beaucoup de grosses, mais on a aussi des entreprises comme Enero dans l'Internet des objets, comme Gaia dans le Web Agency, comme Blue Node, Notex et Ondine qui sont beaucoup plus dans la couverture numérique d'événements. On cherche justement à s'ouvrir. On a commencé avec les grosses parce que c'était une rencontre. Ça a été vraiment comment participer de leur transformation numérique et créer ce dialogue qui soit avec les étudiants. Et puis, de manière très naturelle, aujourd'hui, on s'ouvre à des plus petites entreprises. Bon, on va aller travailler là-bas. C'est sympa, voir des gens. Ilan, est-ce qu'il y a des équivalents de campus cluster comme ça, à ta connaissance, évidemment, j'imagine, aux États-Unis ? Je pense qu'il y en a, mais je ne suis pas un grand connaisseur de ce genre de modèle. Et puis même le modèle de la Web School Factory, il y en a pas des tonnes aux États-Unis parce que le modèle universitaire est un peu différent. Mais j'adore, moi j'aime beaucoup. Je pense que il y a d'autres types d'écoles comme ça qui sont aussi orientées numériques mais plus ingénieurs, comme l'école 42, je crois, de Xavier Niel. Oui, ça c'est plus des devs en fait. Oui. Voilà, exactement. Donc ça c'est le penchant un peu plus technique. Moi je suis passé par une école de commerce française et ce que dit Anne à demi-mot est très vrai. Et on manque, je trouve, d'expérience proche du terrain. Beaucoup de profs dans ces grandes écoles sont partis de l'entreprise il y a trop longtemps. Et donc, moi, je suis pour réinventer un peu ces modèles, réinventer un peu la façon dont on enseigne, et principalement dans le numérique, parce que c'est des nouveaux métiers. Enfin, donc voilà. L'équivalent aux États-Unis, honnêtement, j'en connais pas. Alors, si je peux me permettre, moi, j'ai quand même deux grandes inspirations américaines qui sont la D-School de Stanford
et la Singularity University. Ah oui, d'accord. C'est quand même 2 modèles que je trouve très intéressants et que j'essaye de suivre et dont je m'inspire dans la construction de la pédagogie. En plus, on en a parlé la semaine dernière de la Singularity. Mais la Singularity University, c'est un programme de 3 mois, c'est pas un programme de 5 ans. Absolument. Voilà, donc c'est pour ça que c'est... Mais c'est vrai, dans le type d'enseignement, c'est vrai que c'est assez proche. Ouais. Donc en fait, c'est toujours à côté de chez toi que ça se passe, parce que Stanford, on le rappelle, c'est de l'autre côté du pont. En fait, c'est à 2 km de l'endroit où on se parle, où tu te situes actuellement. Encore que, non, parce que je sais pas, là tu es chez Jive, donc je sais pas si Jive est aussi... Tu connais Palo Alto. Les bureaux sont où d'ailleurs de Jive ? Ouais, plein centre de Palo Alto, à 5 minutes de Stanford. Donc c'est vraiment ça. Ok, absolument. Un petit mot là-dessus, peut-être Antoine, sur ce sujet-là. Est-ce que tu connais bien le fonctionnement toi, de la Web School Factory, entre autres. Qu'est-ce que t'inspire cette discussion ? Rien. Merci, au revoir. Merci. On n'entend pas. Tu as coupé ton son, le garçon. Ah voilà. Pour ne pas faire de bruit, donc évidemment, ça ne peut pas marcher là. Oui. Non, donc je disais justement que si j'étais étudiant à nouveau, j'irais là parce que voilà, moi j'ai eu une formation très académique. On m'a pas vraiment appris justement à être entrepreneur, à être dynamique, à être innovant. Donc ça me paraît être un super positionnement, et moi je pense que c'est ça l'école du futur, c'est de faire des écoles un peu transversales où on apprend des choses opérationnelles, où on rencontre des gens, on a des vrais projets, où on est accompagné. Et ce que tu disais sur le fait que beaucoup de profs ont quitté l'entreprise trop tôt, c'est vrai, et donc il faut que ça change. Oui, puis laisser un peu la place à la rencontre et au hasard finalement des rencontres qui font des projets, c'est aussi assez rare dans le monde de l'éducation où on essaie de tout cadrer absolument. Là finalement dans ces rencontres, dans ce cluster, on a la possibilité d'avoir des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues au départ. Ouais, et c'est aussi partir du principe que les étudiants peuvent faire des trucs assez aboutis et que c'est pas juste des gens qui sont assis sur des chaises, mais qui ont des super projets qui peuvent aller très vite en fait. D'ailleurs, on a un tweet là, je sais pas si c'est un élève de la Web School Factory qui dit la Web School Factory, un lieu magique. Bah oui, justement, c'est un étudiant, parole d'étudiant. Voilà. Et vous avez de la bonne com, hein, du côté d'Anne-Lalou, ils sont tous mobilisés. Bon, allez, les gars, vous tweetez pendant l'émission. Donc un bon point pour Jocelyn Le Bail. Merci Jocelyn. Jocelyn Le Bail, on vous a reconnu, on ne sait pas qui c'est. Mais une mention. Allez, petite virgule, on parle de ma deuxième école une nouvelle fois. Ma deuxième école avec Magali Touilleux, qui est la présidente. C'est la première école web qui a été créée quand, Magali ? Alors, on a ouvert nos services en septembre 2012. Bon, là, on vous entend très loin. Oui. Là, ça va mieux ? Ouais, je sais pas, non, on va essayer de monter le son en régie plutôt. Ouais. Là, ça va mieux ? Non, ne changez rien, on va se débrouiller. On va mettre un coup de turbo dans le son, parce que là, on n'entend pas grand-chose. Alors, je disais, on a créé le service en septembre 2012. On a proposé en fait le programme de 6e, donc en vidéo plus exercice. En 2013, on proposait la 5e. Là, on ouvre la 4e cet été et la 3e se fera en cours d'année en fait. Bon, on entend un peu loin quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous faisiez quoi avant, Magali ? Vous essayez de nous expliquer un tout petit peu d'où vous venez avant de créer. Pourquoi vous avez créé ce projet en particulier ? Parce qu'en général, on a tous un storytelling bien rodé quand on monte une start-up. Donc vous allez nous raconter que vous avez croisé un enfant qui était en train de pleurer parce qu'il avait une mauvaise note en maths. Et que vous vous êtes dit, je ne peux pas laisser cet enfant dans la misère, il faut que je crée une start-up. Non, pas du tout. En fait, moi, je suis une enfant de la télévision, pour vous dire. Je suis issue d'une famille assez modeste. Ma mère parle à peine français, en fait, pour vous dire. Et donc, moi, j'ai tout appris avec la télévision, les documentaires, les reportages. J'ai quand même réussi à faire une école de commerce. J'ai après travaillé dans un cabinet d'audit et de conseil très réputé, et puis chez L'Oréal, que vous devez connaître aussi. Non, jamais entendu parler. Vaguement. C'est une petite boîte française, c'est ça, une start-up. Voilà. Et sur ces 2 expériences, j'ai beaucoup travaillé en formation, formation professionnelle, c'est-à-dire que je formais mes collègues ou des clients quand j'étais dans un cabinet de conseil sur des sujets très particuliers de finance, parce que j'étais experte en finance. Et donc j'ai très bien réussi, mais au bout d'un moment j'ai eu envie de faire autre chose, de faire quelque chose de vraiment utile, de compter des rouges à lèvres, on va dire.
Et donc, j'ai choisi de me remettre aux études, et de recommencer sur tout ce qui est formation initiale, parce que j'entendais tellement de gens dire que l'éducation, ça servait à rien, que l'éducation ne menait à rien et qu'on était au chômage quand même au bout de 5 ans d'études, que je me disais c'est pas possible. Pour moi, l'éducation, ça libère les gens. C'est justement fait pour se donner une liberté et avancer et pouvoir faire de nouvelles choses et sortir de son parcours classique et de sa case en fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu créer en fait un service qui permette à des enfants par exemple qui sont rentrés en 6e, qui ont fait leur 5e, leur 4e, qui se sont endormis et tout d'un coup ont envie de se mettre à travailler à partir de la 3e et de se dire je peux recommencer toute ma 6e mais je le fais à la maison. La deuxième chance, l'aide Voilà, c'est exactement une deuxième chance. Moi je rêve vraiment d'un monde où si à 35 ans on a envie de devenir avocat, on peut devenir avocat grâce à des écoles de deuxième chance ou bien à des sites qui permettent de suivre une formation à domicile ou des choses comme ça. Magali, pour l'instant, ma deuxième école, c'est uniquement des maths. Est-ce que vous envisagez de donner des cours de français, d'histoire ? Alors, on l'envisage, mais les maths, on les a choisis déjà parce que c'est la matière la plus difficile. Si vous avez suivi un petit peu les études qui existent, on a des problèmes en mathématiques en France et qu'il faut adresser absolument. Et d'autre part, nous, on voulait montrer le concept. Donc, c'est un petit groupe de business angels en fait qui sont derrière ma deuxième école. Et après, pour créer d'autres matières, on réfléchit à une augmentation de capital. Par exemple, Ilan peut vous le dire, aux États-Unis, le e-learning et surtout tout ce qui est cours en ligne, comme Coursera, edX ou d'autres sociétés, ont réussi à lever énormément de fonds, ce qui est très difficile en France. Par exemple, Coursera a levé plus de 65 millions de dollars, si je me souviens bien, en 2012. En France, pour l'éducation, ça paraît hallucinant et pourtant, l'éducation en France en a besoin. On ne peut pas compter que sur l'éducation nationale pour faire avancer les choses. Est-ce que vous avez le sentiment que l'éducation nationale est complètement ou un peu à la ramasse sur ce genre de sujet-là? Parce qu'on peut imaginer que ce genre d'initiative, elle devrait l'avoir aussi, qu'il devrait exister d'une certaine façon un Fab Lab de l'éducation et des startups liées au monde éducatif qui soient un peu en lien avec l'éducation nationale. Oui, mais aussi, en France, on veut toujours faire avec l'éducation nationale, avec l'État. On peut aussi avoir des initiatives privées intéressantes et qui soient pas uniquement totalement marchandes. Et je pense que on attend trop en France de l'État. Il faut un petit peu s'en affranchir. Et il y a beaucoup d'initiatives privées qui se montent, qui sont très intéressantes. Et moi, ce que je dirais plutôt, c'est qu'il faudrait que ces initiatives privées se concentrent et se regroupent pour faire naître un vrai spécialiste de l'EdTech en France. C'est-à-dire qu'on est beaucoup. Moi, j'ai aussi beaucoup d'autres connaissances qui ont monté des choses dans l'éducation. On essaye tous d'innover, chacun dans notre coin. Et moi, j'appelle tout le monde justement à se regrouper pour faire un géant de l'éducation en France au niveau privé et en ligne. Magali, aujourd'hui, le marché du soutien scolaire, c'est 200 millions d'euros. Et pourtant, le numérique, ça représente que 1% du marché. Comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique par l'inquiétude des parents pour l'instant. C'est-à-dire que les enfants sont très demandeurs. Nous, on travaille avec, on a testé en vrai avec des enfants nos sites. Les vidéos, ils adorent. Et souvent, nous, la moitié des inscriptions, des débuts d'inscription se font par des enfants, puisqu'ils vont chercher des vidéos. Eux, ce qu'ils cherchent en premier, c'est « je veux une vidéo ». Mais les parents ne sont pas encore convaincus qu'on peut apprendre avec des vidéos. Ils ne sont pas convaincus qu'on peut apprendre avec Internet. Ils sont inquiets aussi sur le fait que si on laisse un accès à Internet aux enfants, ils vont peut-être faire autre chose que suivre des cours. Donc en fait, il faut éduquer les parents. Les enfants, c'est naturel pour eux. C'est vraiment ce qu'on appelle la génération Y. Pour moi, c'est ce que j'appelle la génération YouTube. Ils sont prêts, ils sont autonomes, ils vont chercher l'information d'eux-mêmes. Mais ce sont les parents qui sont frileux et comme c'est eux qui tiennent le cordon de la bourse pour l'instant, c'est un peu frileux. Bon, vous appeliez à des initiatives privées, Magali. Je ne sais pas si Antoine a envie de parler de ça, si le sujet est déjà ou pas d'actualité, mais
Tu réfléchis un petit peu à ça aussi, Antoine, de ton côté. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord. Je partage le même constat. C'est qu'il faut pas attendre. Faut pas forcément attendre que ça bouge du côté de l'éducation nationale. C'est très lent. Et aujourd'hui, les gens s'auto-forment. Les parents téléchargent des applications et disent à leurs enfants de travailler eux-mêmes. Donc clairement, il y a de la place pour d'autres acteurs en dehors de ça. Et deuxième constat que je partage totalement, c'est qu'il y a énormément de startups dans l'éducation en France, de plus en plus. Et donc moi, j'organise une conférence qui s'appelle la French Touch de l'éducation. Et justement, c'est une conférence où on fait pitcher des startups de l'éducation, des responsables ou des DRH d'entreprises qui viennent un peu raconter ce qu'ils attendent d'une startup, pour créer un peu un mouvement de fond, valoriser le dynamisme des entreprises, parler de toutes ces innovations et regrouper tout ça. Donc clairement, moi, je suis à fond dans cette tendance-là. Et d'ailleurs, je vous inviterai à pitcher avec grand plaisir. Alors, on a un petit tweet. Je crois que les étudiants de la Web School Factory sont dans les starting blocks. Ils sont à fond. Alors, un étudiant de la Web School Factory, bon là, c'est ma deuxième école qui va être contente. Il est étudiant à la Web School Factory et il est content de voir ma deuxième école chez qui il a fait son stage de première année. Oh, comme quoi, tout le monde est lié. Dites donc, vous allez tous aller manger ensemble la semaine prochaine. Vous allez donner naissance à ce nouvel organisme là, qui va regrouper toutes les forces. J'ai l'impression que c'est truqué cette émission. Toutes les forces de l'EdTech vont être réunies enfin. J'ai plus de casque, mais c'est pas grave. Je suis sûre qu'il prend des cours chez Learn Assembly. Un petit mot peut-être pour terminer d'Anne Lalou là-dessus. Vous êtes partie prenante là pour essayer de regrouper un peu les forces ou pas, Anne? Mais oui, je crois que de toute façon, le marché est immense. Il y a énormément de besoins. Il y a vraiment besoin de faire bouger la manière dont on prépare les jeunes au défi du numérique et à l'économie dans laquelle ils arrivent. Moi, j'en suis intimement convaincue. Il y a plein de segments. Aujourd'hui, nous, on a été désignés par la Fondation Coca-Cola et on travaille sur comment aider par le numérique la réduction du chômage des jeunes. Comment est-ce qu'on travaille avec les décrocheurs? Comment est-ce qu'on crée la première expérience? Il y a énormément de sujets sur lesquels il y a des boulevards pour collaborer et pour faire avancer les choses. Bon, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de regroupement des forces qui soient un peu fédérées sous une appellation quelconque. Il n'y a pas ça. Il y a une assoce en cours de création. Je crois qu'Antoine est au courant. Moi, j'ai été sollicitée. Exactement. Voilà, je ne sais pas si on dévoile des secrets ou pas, mais il y a des choses qui sont en préparation. Ouais, il y a pas mal de choses en préparation, des conférences, des meet-ups et des événements qui pourraient un peu plus connecter les différents acteurs. Donc, il y aura une annonce. On n'a pas oublié d'inviter Magali dans cette histoire-là, parce que tout le monde l'a remarqué. Elle a 2-3 choses à dire là sur le sujet. Absolument. Et une histoire qui est assez passionnante en fait dans la réalisation de cette entreprise. Allez, un petit mot de la fin à Ilan peut-être sur ce sujet-là. Ilan, l'homme qui a toujours quelque chose à dire pour terminer et quelque chose d'intelligent en plus. C'est ça qui est bien. Voilà, je prends un piège. Non mais c'est juste pour reprendre un petit peu ce que disait Magali. C'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup de soutien là-dessus et qu'on est en général un petit peu en retard sur les tendances US. En l'occurrence, Coursera a levé énormément d'argent aux US. Moi, je pense que c'est bon signe, mais qu'il va falloir être un peu plus patient avant que ça devienne intéressant pour les VC français. Mais en tout cas, moi, je soutiens toutes ces initiatives. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est l'avenir. Il faut persévérer, il faut continuer. Allez, on persévère, on continue. En tout cas, on arrête pour aujourd'hui parce que c'est terminé, Jennifer. Ouais, et c'est même la fin de la saison. C'est la fin de la saison, donc c'est le début des vacances. Enfin, des vacances pour cette émission-là, en l'occurrence. On se retrouve à la rentrée, dans le même studio. Et merci à Benjamin Vincent d'avoir réalisé cette émission. Bon, bonnes vacances, même si ce ne sera pas pour tout de suite. Je t'enverrai un yo pour te dire que je suis en vacances demain. Merci beaucoup Magali, Toulieu, Anne Lalou, également à Antoine Amiel, et merci à Ilan d'avoir participé à cette émission. C'était sympa. Moi, je trouve qu'on a discuté pas mal de choses. On aurait bien aimé continuer encore pendant une petite heure de plus. C'est vrai, absolument. Donc, continue la discussion sur Twitter, par exemple. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. C'est fini. Au revoir. Salut.